Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans cette 50e émission de l'Imaginoire. 50, c'est carré, ça se fait très presque. Mais je ne vais pas m'étendre pendant 3 plombes. Sachez juste que cette émission clôturera cette 5e saison de l'Imaginoire. Mais que, grâce au soutien indéfectible de la Cave Drôme, vous nous retrouverez sur les ondes et en podcast dès la rentrée prochaine. Mais de ça, j'en parlerai plus longuement en fin d'émission. Alors pour terminer la saison en beauté, eh bien, pas de chronique de la peau proposée par Valérie aujourd'hui, non. Parce qu'à la place, nous vous proposons la toute première interview de Valérie. Eh oui, c'est aussi ça l'Imaginoire, une rampe de lancement. Alors, ça titillait Valérie depuis un certain temps de se lancer dans la pratique de l'interview. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entre de bonnes mains. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, portrait inspirant, place à l'entretien. Aujourd'hui dans l'Imaginoire, pour notre portrait inspirant, on a le plaisir de recevoir une fée. Eh oui, mais je vais la laisser se présenter à vous tout de suite. Bonjour, je m'appelle Diane Fay, effectivement. J'ai 44 ans, je suis déficiente visuelle depuis l'âge de 11 ans et 3 mois apparemment. Mais il y a une petite énigme concernant l'apparition de cette pathologie. Donc c'est une maladie de Stargardt. C'est une pathologie qui touche ma vision centrale, avec une zone centrale qui est très très floue, très nuageuse, très intouchable justement. Oui, tu as dit, c'est étonnant d'ailleurs, de façon très précise, 11 ans et 3 mois. Oui, mon frère est atteint de la même maladie de Stargardt. Et lui, ça s'est déclenché à cet âge-là. Il a vécu une dépression et puis après, concomitant, une grande fatigue et une baisse de l'acuité visuelle. Moi, ça a été à peu près au même âge. En fait, je faisais du tennis à l'époque et le professeur de tennis a trouvé que je ratais vraiment beaucoup la balle. La balle n'allait vraiment pas où il fallait. Et donc, on s'est dit qu'il fallait quand même faire une recherche. Et voilà, il y a eu un diagnostic qui a été posé. Et donc, je me suis retrouvée chez Dr Rebel qui m'a dit que j'allais perdre la vue, mais que je pourrais toujours me déplacer. Je me revois encore, en fait. J'ai regardé la vue et puis j'ai rien dit, en fait. Je pense que j'ai encaissé et puis j'ai fui peut-être. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais ou je me suis révoltée, je sais pas. Mais en silence. En silence, ouais. Qu'est-ce que ça a modifié dans ta vie de tous les jours de petite fille ? Il y a eu une lutte, je pense quand même, qui s'est mise en place. Il y avait la présence d'une honte, d'être différent, de mal voir, de faire des erreurs, de monter dans la mauvaise voiture, de dire bonjour à des mauvaises personnes qui n'étaient pas des amis que je reconnaissais mal, de mal poser le regard peut-être devant d'autres amis. Et puis aussi, je pense que c'était assez angoissant. J'arrivais pas à lire au tableau. Je me souviens en classe, au lycée, j'ai fait une scolarité normale. En milieu ordinaire. En milieu ordinaire. J'étais plutôt une très bonne élève, mais il n'y avait pas grande adaptation, à part que le professeur était au courant, les profs, jusqu'en terminale, ils étaient au courant que je voyais mal. J'avais eu un tiers-temps au bac. J'avais pas d'autres adaptations de loupe ou quoi encore à ce moment-là. Je me souviens une fois, je me suis retrouvée à la fac et le examen de je sais plus quelle matière, civilisation espagnole, je sais pas quoi. Puis le prof, c'était un jour d'examen, il écrit le sujet au tableau et puis ça s'arrête et puis tout le monde commence à démarrer. Et puis moi, je voyais pas le sujet. Et je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai dû demander à ma voisine, elle me l'a dit, ou je sais plus, et puis... c'était du stress permanent, quoi. Oui. C'était quand même
énergivore, quoi. Donc j'ai fait un bac littéraire, j'adorais les langues, mais voilà, je voulais être orthophoniste, enfin bon, différents interprètes, etc. En fait, en étant étudiante en fac, je lisais des revues d'orientation professionnelle. Et puis je suis tombée une fois sur un petit encart dans une revue qui parlait d'une école spécialisée pour déficients visuels en kiné. Et oui, pour info, il existe environ 2000 kinésithérapeutes non-voyants en France. Et aussi 4 écoles qui forment les déficients visuels au métier de masseur et kinésithérapeute. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Diane et Valérie. Retour à l'entretien. C'est comme si presque tu le cachais alors. Ben, je l'ai longtemps caché, ouais, je l'ai longtemps caché. J'avais honte de ma situation, j'avais l'impression que je pourrais pas plaire en étant déficiente visuelle. Ça a été même jusqu'à un point où un jour, je suis allée avec un gars qui me plaisait bien au cinéma, puis on allait voir un film chinois, moi je voyais rien du tout, je voyais pas les sous-titres, j'ai rien suivi au film, et je lui ai pas dit quoi. Je lui ai pas dit, je suis sortie, j'ai essayé de trouver des trucs à dire sur le film que j'avais, enfin c'était vraiment tout faux quoi. Et c'était j'ai fini par lui avouer quelques temps après. Mais j'en étais allée à un point où j'allais voir un film chinois en essayant de me forcer à essayer de comprendre quelque chose alors que c'était autodestructeur, quoi. Enfin, Fallait à tout prix invisibiliser pour ouais, pour plaire. Pour plaire. Ouais, pour avoir la faveur de l'autre. C'est un peu violent, mais c'est le passage à la canne, je pense, et puis mes séances avec ma psychiatre qui m'ont aidée quand même à passer outre, et puis j'ai mis du temps à utiliser une canne blanche, à montrer, oui, je pense encore mes faiblesses, mais oui, à montrer que j'y voyais mal, quoi. Rendre visible la déficience. Rendre visible la déficience, ouais. La canne, ça doit dater d'il y a 3-4 ans. 3-4 ans, j'ai commencé à en acheter une, après l'avoir dans le sac sans la sortir. Ça a été très long. Ma psychiatre, elle se tordait un peu les neurones pour essayer de me faire accepter la canne en me disant « Vous pouvez la customiser ». Alors la suite de l'entretien va maintenant aborder la formation en kinésithérapie de Diane. Et qui dit massage et kinésithérapie, dit toucher. Et de toucher, il en sera pas mal question dans l'épisode du jour. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire pour un nouveau portrait inspirant. Parle-nous un peu de cette formation déjà. Cette formation, ça a été un peu aussi un peu un choc quand même. Je me suis retrouvée dans une petite école, loin de chez mes parents, à Villeurbanne avec que des déficients visuels de partout. Par chance, j'ai rencontré quelqu'un qui était de ma région très rapidement dans l'escalier le premier jour, et donc on s'est plus quitté. C'est devenu mon meilleur ami. C'était un peu choquant. Il y avait justement des femmes qui étaient en reconversion, qui avaient une canne, des profs malvoyants, des adaptations, le premier squelette qu'on a eu, le vrai squelette dans une boîte en carton. Enfin, c'était quand même tout ça très impressionnant. Et puis des bons moments de partage d'aventures, de mésaventures plutôt de kiné entre les collègues, parce que forcément on a des trucs en commun, quoi.
des bourdes, des... Oui. Et puis c'est apprendre à nuancer le toucher aussi. Qu'est-ce que c'est qu'appuyer, qu'est-ce que c'est qu'effleurer, qu'est-ce que c'est la caresse amoureuse du drainage lymphatique manuel. Ça va jusque-là? Oui, le drainage lymphatique manuel, notre prof nous disait c'est comme une caresse amoureuse sur le... Oui, on a appris à développer quand même le toucher, oui. On a appris à découvrir et à décrire les os, le corps, les êtres. J'ai beaucoup massé mes patients. Maintenant, je travaille à l'hôpital. Donc j'ai moins ce côté massage, mais plus, je dirais, un accompagnement. Et je travaille en gériatrie actuellement. Et j'aime toucher ces personnes âgées. Oui. Même si... Qui est rare. Oui. Pour elles et, oui, pour les autres important. De le faire. C'est très important, oui. De les toucher et de les... Par mon toucher, je pense, de les encourager, de rester en contact aussi avec elles. Et puis je reste tout le temps, de par mon point visuel, je reste tout le temps une main sur la personne quasiment en permanence. Oui, un contact. Un contact que j'aime garder avec le patient. Et puis quand je peux et quand c'est nécessaire, il y a encore du massage. Enfin, j'imagine que les personnes âgées, au fond, on ne les touche plus vraiment. Elles ne sont plus vraiment touchées. Et encore moins peut-être caressées. Oui, tout à fait. Mais j'aime bien. Je continue à masser des pieds, des mains, des poignets. Oui, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, en fait, de prendre soin des autres, de patients que je prends en charge. Et c'est très valorisant pour moi, ce métier. Est-ce que c'est parce que tu es une professionnelle, on peut dire, du toucher, que tu en es venue au braille? Parce que je crois savoir que tu apprends le braille depuis quelques mois. Oui, alors j'apprends le braille depuis maintenant, je pense, 6-8 mois. Et je le pratique tous les jours entre une demi-heure, 1 heure par jour d'apprentissage. Ah oui, très intensif. Oui, c'est intensif. Je pense qu'il faut ça, en fait, parce que dans un premier temps, on peut découvrir certains mots et avoir du mal à les déchiffrer, puis en arriver à un moment où c'est plus fluide, sous les doigts, et puis un autre moment où ça devient trop et on décroche, enfin, ça devient plus compliqué. J'aime lire, avoir le toucher du braille et j'en suis fière, en fait, de réussir à faire ça, quoi. Le braille, au même titre qu'une personne âgée, le braille connaît l'usure du temps, les points sont fragiles et peuvent être effacés par nos actes, notre pression sur les mots, quelque part. La pression des doigts. La pression des doigts, oui. Quelque part. On pianote, on embrasse, comme tu disais, on caresse, on déchiffre, on devine les lettres qui forment les mots, oui. Aller à la rencontre des mots qui toucher les mots et être touché par eux aussi, je crois. Tu as parlé de ton goût pour la littérature. Alors j'imagine qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas suffisamment brailliste pour lire des œuvres contemporaines ou des œuvres littéraires. Donc comment tu gardes contact avec la littérature, avec les mots? Je lis beaucoup en audio également. Des livres qui sont ou interprétés par des comédiens ou lus par une synthèse vocale. Qui parle comme ça. Mais oui, j'aime beaucoup la lecture depuis toute petite, en fait.
Et c'est une façon de se réfugier un petit peu dans un monde, on va dire, protecteur, où on peut s'évader, mais qui est aussi une petite bulle quelque part. De l'imaginaire pur. De l'imaginaire, oui, et qui développe l'imagination aussi, oui, 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 oui. Et donc je lis beaucoup en audio, je participe à un jury du festival de Bron, du festival du livre de Bron, la fête du livre de Bron, où on est amené à lire quelques romans, puis sélectionner celui qui nous paraît le plus beau, notre coup de cœur littéraire, et lui donner une note et le voir peut-être primé au bout de quelques mois et découvrir par ce festival, cette fête du livre, découvrir de nombreux auteurs et donner le goût encore de découvrir d'autres textes. En fait, les bibliothèques proposent des livres pour les voyants en noir. Et moi, je sais que je n'aurais pas accès dans un premier temps à ces livres avant qu'ils soient primés. Je pense pas que je pourrais les avoir lus par des comédiens. Donc j'essaye de les dégoter, lus par des synthèses vocales dans un premier temps ou par des bénévoles. Et c'est par la suite, quand le livre devient plus connu, qu'il peut être interprété éventuellement par un comédien. Et alors cette année, quel a été ton choix? C'était Les Enfants endormis d'Anthony Passeron. Un livre, je crois, sur le sida. Sur le sida, oui, sur le thème du sida, qui était un très beau livre. Il y avait c'est toujours des très belles découvertes. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont mis en avant, et puis il y a de très belles rencontres avec des écrivains connus, moins connus, à découvrir. C'est super. Donc tu es prête pour être jurée du livre inter? J'aimerais bien. Prochain défi? Prochain défi, oui, oui. Pouvoir participer au prix du livre inter, ça serait super, mais bon, ils sélectionnent très peu de monde, quelques femmes, quelques hommes, et sur toute la France, donc c'est un plus gros challenge. À tenter. Arrêtez-moi si je me trompe, mais en voilà une bonne question. Y a-t-il déjà eu un déficient visuel sélectionné pour faire partie du comité de lecture du livre inter? Est-ce que quelqu'un le sait? Nous, non. Alors, nous avons contacté la médiatrice de Radio France afin de lui poser la question, tout simplement. Dès que nous aurons une réponse, nous vous en ferons part. Et c'est aussi ça l'Imaginoire. Un porte-voix pour tous les déficients visuels. Alors, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et faisons ensemble. Mais je n'en dis pas plus, car l'entretien n'est pas terminé. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire pour un nouveau portrait inspirant en compagnie de Diane. Alors je ne sais pas si on peut parler de challenge, mais peut-être un désir fort qui est celui de l'écriture, je crois. Oui, l'écriture, c'est depuis toute petite également que j'écrivais chapitre 1 avec la machine à écrire de mon grand-père qui écrivait à moitié rouge, à moitié noir. Et l'encre était abîmée, enfin le système était abîmé. Mais oui, j'ai toujours voulu écrire. J'ai écrit pas mal de journaux intimes que je n'arrive plus à relire de toute façon. Et je commence à écrire quelques textes sur plutôt de l'autofiction, parce que je pense que j'aurais du mal à imaginer de nouveaux personnages, mais ce serait plus de l'autofiction sur mon ordinateur. Et j'ai vraiment envie d'utiliser maintenant une plage braille et avoir avec un bloc-notes braille la possibilité d'écrire de manière même quelque part un petit peu secrète des textes, des pensées, des souvenirs. Oui, le braille, c'est une sorte d'encre invisible, en quelque sorte.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, tu nous as fait un très beau cadeau aux auditeurs de l'Imaginoire, hein. Tu as écrit un texte sur le braille avec cette difficulté que tu ne peux pas le lire. Donc, on est en train d'inventer, de chercher comment on va le lire ensemble. Et ma proposition, c'est que on va y aller un peu comme le braille, phrase après phrase. Donc, il y aura des micro-coupures dans cet enregistrement, phrase après phrase, pour faire entendre ce que tu as à dire, ce que tu as écrit sur le braille. Je lis souvent des textes en braille au lever du jour, la maison encore endormie. Après m'être lavé les mains et souvent avant mon petit déjeuner, j'attaque ma lecture. Je me mets plutôt à ma lecture, car c'est avec douceur que l'on prend contact avec les mots. Les cellules sont fragiles et je me souviens de l'émotion vécue lors de l'ouverture de mon premier roman, La Nuit des Brutes de Fred Vargas. Certains points étaient effacés, ce qui a rendu le déchiffrage, tout d'abord pour moi, insurmontable. Mais finalement, on s'y fait. Je n'avais pas alors pris conscience que les mots pouvaient être usés par la pulpe, que les yeux épuisaient les mots en quelque sorte. Cette cause mécanique en devenait alors poétique. Et le livre montrait cette fois au grand jour toute sa vulnérabilité. Même un livre tout à fait récent, comme celui de Fred Vargas, connaissait l'usure du temps. C'est donc avec douceur que j'aborde les mots, ces cellules qui vivent, qui râpent les doigts parfois quand la lecture est trop longue, ou qui coulent sous la pulpe quand on prend un bon rythme de lecture. Mes mains sont actives et concentrées quand le jour se lève et que le point final d'une phrase apparaît. Je colle alors une gomme sur la zone lue et referme l'ouvrage jusqu'à la prochaine visite. Et c'est sur ce sustain de piano, un accord de sol 11e pour les plus pointus d'entre vous, que s'achève cette 50e et dernière émission de la saison 5 de l'Imaginoire. Merci à Diane et à Valérie. Merci à Thierry, Christelle et toute l'équipe de famille participant à ce projet. Car oui, l'Imaginoire est un projet collectif, c'est-à-dire qu'il est pensé et réalisé par et avec des personnes avec déficience visuelle, dans le but de porter la voix des familles afin de sensibiliser le grand public et de créer du lien social. En 5 ans d'existence, de nombreux sujets ont déjà été abordés. Le quotidien, les déplacements, l'isolement, la parentalité. Et c'est ensemble que nous avons décidé d'orienter les prochaines émissions en mettant en boîte des portraits de personnes porteuses de handicap, mais aussi de parents d'enfants avec déficience visuelle, s'impliquant dans la vie associative et militant en faveur de différentes causes en rapport avec la déficience visuelle. C'est pourquoi, lors de la prochaine saison, l'émission se nommera l'Imaginoire Portrait Inspirant. Si vous vous sentez concerné, rejoignez l'équipe. Contactez-nous via votre radio qui nous passera le message, en passant par notre page Facebook, notre Insta, l'Imaginoire-8 radio, ou par mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et soutenue à l'heure actuelle par la Cave Drôme. Mais nous recherchons activement toutes les sources de financement possibles. Encore une fois, contactez-nous. Merci pour votre curiosité et votre attention croissante. Soyez au rendez-vous en septembre pour la 6e saison.